Europe 1 Culture Média. Et on démarre ce journal des médias au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique réexamine la licence accordée dans le pays à la chaîne publique russe RT. Oui, cette information date d'hier, avant que Vladimir Poutine ne lance cette nuit une attaque militaire contre l'Ukraine. Avant même cette déclaration de guerre, donc, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé à l'Ofcom, le régulateur britannique, c'est l'équivalent de l'Arcom en France, de réexaminer la licence accordée à la version anglaise de la chaîne d'information financée par la Russie. Le ministre de la Défense de Boris Johnson jugeant que Vladimir Poutine avait, je cite, perdu la boule. Le régulateur britannique l'Ofcom a assuré à l'AFP qu'il n'hésiterait pas à intervenir si ces règles en matière d'exactitude ou d'impartialité étaient violées par le titulaire d'une licence. Un porte-parole de l'Ofcom a ajouté, je cite, « Vu la gravité de la crise en Ukraine, nous examinerons en priorité les plaintes relatives à la couverture de cette question par toute société de radiodiffusion. » Fin de citation. Je rappelle qu'au début du mois, l'Allemagne a interdit la diffusion de RT sur son territoire. Pour riposter, Moscou avait décidé de fermer le bureau de la radio-télévision allemande Deutsche Welle. Face à cette nouvelle mise en garde du Royaume-Uni envers RT, le Kremlin a laissé entendre que la BBC pourrait également fermer en Russie. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré, je cite, « Si le Royaume-Uni met à exécution sa menace envers le média russe, des mesures de représailles ne se feront pas attendre. » Fin de citation. On revient en France avec Wikipédia qui décide de bannir définitivement 7 contributeurs affiliés à Éric Zemmour. Et oui, c'est une sanction très rare pour Wikipédia. Ces contributeurs français sont accusés d'avoir manipulé la page Wikipédia d'Éric Zemmour dans un but militant. Ils sont donc bannis à vie de l'encyclopédie en ligne, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus jamais fournir des informations au site, même en se créant de nouveaux comptes. Cette stratégie de manipulation de l'information sur Wikipédia a été révélée par Vincent Bresson dans son livre intitulé « Au cœur du Z ». Le journaliste s'était infiltré pendant 4 mois au sein du mouvement des jeunes avec Éric Zemmour. Il raconte au micro de Combini ce qu'il a pu y voir. Wikipédia, c'est une partie aussi souterraine. Il y a une dizaine de membres qui discutent, qui font partie d'une cellule qui s'appelle Wikizedia et qui vise à zémouriser les contenus de Wikipédia sur Éric Zemmour et tout ce qui peut tourner autour. Ça va être par exemple relativiser l'implication du maréchal Pétain et de Pierre Laval dans la Shoah. Alors qu'il y a un consensus historique dessus. On vient prendre des faits, on vient les tordre et on vient essayer de les arranger en faveur d'Éric Zemmour. Et pourquoi c'est si important ? Sur Wikipédia, la page la plus vue, c'est celle d'Éric Zemmour en 2021 en France. Parmi les personnes sanctionnées par Wikipédia dans cette affaire, Gabriel, alias Chip. Cet homme est le 64e plus gros contributeur de Wikipédia en français. Il est inscrit depuis plus de 15 ans. Et avec plus de 160 000 contributions au compteur, il était un utilisateur très expérimenté de l'encyclopédie en ligne. De son côté, Samuel Lafont, le directeur de la stratégie numérique d'Éric Zemmour, a réagi à cette décision de Wikipédia auprès de l'AFP. Il affirme, je cite, « Ce n'est pas grave, on a plusieurs cellules et beaucoup de monde. On continue de militer partout sur Internet. » Fin de citation. Dans l'actualité également, un agriculteur condamné pour avoir agressé des journalistes d'envoyé spécial. 1 000 € d'amende et 400 € de frais de procédure, c'est ce que devra verser l'agriculteur reconnu coupable par la justice de violence envers des journalistes. À la tête d'une grosse entreprise agricole dans les Bouches-du-Rhône, l'homme avait agressé en septembre 2020 3 journalistes qui enquêtaient sur les pratiques illicites concernant le travail et le logement de travailleurs agricoles étrangers dans la région. L'équipe d'envoyé spécial avait filmé et diffusé cette agression. Nous allons vite comprendre que le sujet est très sensible. En guise de réponse, l'agriculteur nous fonce dessus. Calme. Monsieur, on est dehors, monsieur. On s'en va, monsieur. Me touche pas. Il n'hésite pas à nous frapper. Mais vous êtes malade de venir chez les gens. On n'est pas chez les gens. Moi, je ne touche pas. Une agression qui n'a pas entraîné de blessures graves, mais Thomas Guéry, le caméraman, a souffert de douleurs au dos plusieurs mois après les événements. Dans le procès contre cet agriculteur, 3 syndicats de journalistes, CNJ, le CNJ CGT et la CFDT journalistes, se sont également portés partie civile. À noter que depuis 3 ans, les syndicats ont recensé une centaine d'agressions de journalistes en France. Agressions qui ont notamment eu lieu pendant les manifestations contre la loi travail, celles des Gilets jaunes et les manifestations anti-pass sanitaire. Et puis on termine ce journal avec un programme pour les petits et grands, RMC Story, qui diffuse ce soir un documentaire sur le parc Disneyland Paris et sur les secrets de son château. Et oui, c'est le site français le plus visité avant le Louvre, la Tour Eiffel ou le Mont Saint-Michel. Depuis 30 ans, le parc de Disneyland Paris attire plus de 15 millions de visiteurs par an.
et continue de plaire comme à ses débuts. Et ce, notamment grâce au château de la Belle au Bois dormant qui trône au milieu. Si vous êtes déjà allé à Disney, Philippe, vous n'avez pas pu louper ce château rose et bleu de 45 mètres de haut. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce château est loin d'être en carton-pâte. Émilie Brunat, la réalisatrice du documentaire, nous raconte pourquoi il était intéressant de consacrer un documentaire rien qu'à cet édifice en France. Chez Mad Production, on avait réalisé auparavant plusieurs volets autour de l'univers de Disney et de Disneyland Paris. Et puis, les producteurs ont eu l'idée de s'intéresser à ce château de la Belle au Bois dormant, qui est l'emblème véritablement du parc Disney, qui presque pour les visiteurs est plus que le château de la Belle au Bois dormant. C'est le château avant tout de Disneyland Paris. Il a même dépassé le conte en lui-même. C'est un icône qui est intemporel, qu'il faut embellir. Il faut qu'il attire toujours plus de monde, qu'il soit vraiment la marque du parc. J'ai même l'un de mes intervenants qui me disait qu'il est même plus important que Mickey Mouse lui-même. Donc il y a cette volonté chez Disney de toujours de conserver cette féerie, cette magie. Et je pense que le côté enchanteur du parc parisien se fait à travers le prisme de ce château. L'année dernière, les équipes de Disney ont profité de la fermeture du parc pour rénover le bâtiment. Avec 11 mois de travaux, 50 000 heures de travail et plus de 40 000 feuilles d'or posées à la main, le château de la Belle au Bois dormant a bénéficié des mêmes soins qu'un monument historique. Disneyland a d'ailleurs fait appel aux artisans de la rénovation de Notre-Dame de Paris. Émilie Brunat nous en dit plus sur la toute première conception et la construction de ce château en France. Finalement, ce château, c'est un clin d'œil à notre culture française. C'est un peu d'ailleurs le challenge de réaliser un château dans le pays des châteaux, puisque la France compte 45 000 châteaux. Les architectes, les ingénieurs, les concepteurs de ce château ont eu recours à des artisans très renommés. Moi, j'avais un petit peu des idées un peu préconçues, des a priori sur ce château. Et en faisant mes recherches, en menant mon enquête, je me suis aperçue qu'il y a eu des vrais matériaux de construction qui ont été utilisés pour construire ce château en béton armé. On pourrait croire que c'est une architecture d'illusion, mais en fait non, on a une architecture qui est faite avec des vrais matériaux. Disneyland, les secrets du château, c'est ce soir sur RMC Story, le canal 23 à 21h05.